Justin Galland est photographe, vidéaste et à seulement 21 ans, il a travaillé déjà pour de très grandes marques. Je l'ai reçu dans le podcast L'Instant Outdoor pour connaître son parcours, son histoire et sa passion pour le trail et les milieux outdoor. C'est un très bel épisode avec Justin Galland dans l'Instant Outdoor. C'est parti. Bon alors aujourd'hui je suis en présence de Justin Galland. Alors avec Justin j'ai rencontré ses photos avant de le rencontrer lui-même personnellement ou du moins de t'appeler pour programmer cet enregistrement. Je suis vraiment très content de te recevoir Justin parce que j'ai vu pas mal de photos et pas mal de productions de ton travail. Donc je suis vraiment curieux de te connaître. Comment vas-tu? Eh ben salut, ça va super, merci beaucoup. Eh ben, écoute, avec plaisir. Alors, j'ai déjà commencé un petit peu à te présenter, mais est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Ouais, carrément. Vraiment du coup merci, je suis super content d'être là. Donc moi je m'appelle Justin Galland, j'ai 21 ans et je suis photographe et vidéaste, de sport outdoor et puis, plus principalement donc, de trail. Top. Alors effectivement, c'est vrai que je disais que j'avais vu ton travail récemment et j'ai reçu Thibaut Barognan qui 2 fois, qui nous avait présenté son projet Try and See au Cap-Vert et qui est repassé sur le podcast pour nous dire un peu l'après. Et c'est dans ce cadre-là que je me suis dit tiens, ce serait intéressant aussi d'avoir le point de vue d'un photographe qui a accompagné Thibaut et d'avoir un peu ton parcours. Toi, tu es issu de quoi comme sport? Tu as fait quoi un peu dans ton cursus sportif, si je peux dire? Ouais, j'aime bien préciser donc, déjà voilà, moi je sais que je suis pas du tout athlète, j'adore le sport et j'utilise vraiment énormément le sport, dans mon métier. Mais c'est vrai que j'ai quand même, voilà, j'adore le sport et puis, j'en ai toujours fait beaucoup donc, j'ai fait beaucoup de handball, pendant presque 10 ans, jusqu'à très peu, jusqu'à switcher sur le trail. Donc ouais, le handball, c'était vraiment, mon sport, quoi. OK, et tu as fait ça, tu jouais quoi comme poste? Parce que je te disais un peu en off, là, j'ai reçu un invité qui avait fait 20 ans de hand et qui était gardien et qui s'était mis au trail. Et ça me fascine, moi, ce sport de gardien de hand parce que je trouve qu'il faut un tel sang-froid, tel courage pour se mettre face à ces énervés qui viennent avec l'envie de te mettre une balle dans ton but. Ah ouais, j'avoue que 20 ans de gardien, c'est quand même énervé parce que non, moi j'étais du coup demi-centre donc, voilà, c'était plus, j'étais pas du tout gardien mais ouais, du coup demi-centre, c'est la gestion un peu du jeu tactique donc, ouais, C'est c'était bien le, sympa. c'est le numéro 10, quoi, comme au foot. C'est ça? Un petit peu, voilà, ouais, c'est Ouais. ça. Le Zidane du hand, quoi. Non, non, non. Non, mais bon, c'est vrai qu'après c'est vraiment, une équipe quoi Ça roule. Alors du coup, toi, donc le hand pendant 10 ans et puis après sport outdoor. Tu habites où? Du coup, alors maintenant donc je me suis installé sur Annecy, voilà pour, pour, vivre, donc de mon métier et puis, pour le trail et tout ce qu'on y connaît, ici. Mais, sinon moi je suis originaire donc, du sud des Cévennes, voilà donc, à côté du Vigan, une petite ville, dans les Cévennes. Mais voilà, c'est pas vraiment les grandes montagnes là-bas, c'est plus la moyenne montagne et le Massif central, OK. Et c'est intéressant du coup de s'être dit: «Tiens, je vais aller là où sont les acteurs du trail». En fait, tu t'es dit, «Si je veux pouvoir vivre de ma passion, il faut que j'aille là où tout le monde est». C'est un peu ça ta démarche? Ouais, j'ai pu un petit peu bouger donc, après, voilà mon lycée et tout ça, moi j'ai fait mes études à Biarritz, donc encore, rien à voir, OK. un autre endroit et puis ouais, c'est à Biarritz quand même que j'ai vraiment commencé à apprécier le trail et à en faire et puis on dirait pas comme ça mais, le Pays basque, français et puis espagnol aussi, là-bas, est quand même, regorge de petites montagnes, vraiment sympas, vraiment, super cool à aller, se balader, aller faire des photos et tout. Donc c'est vrai que j'ai pu un peu voir aussi autre chose, les Pyrénées et tout ça. J'ai commencé vraiment à aimer, la montagne, à aimer y aller. Et puis ouais, après j'ai eu, un petit aperçu du coup pendant mes 2 ans d'études, 2-3 fois aller, dans les Alpes. Mon grand frère aussi qui était sur Grenoble,
donc un petit peu aller découvrir les Alpes. Et c'est vrai que bon bah quand on aime vraiment la montagne, quand on vient pas forcément voilà des Alpes, dans la Savoie ou la Savoie, bah quand j'ai découvert, ouais, je me suis dit ok, c'est vraiment là-bas que j'ai envie d'aller pour bah évidemment c'est pour mon métier, mais aussi bah parce que c'est juste trop cool d'être là. On est entouré de plein de joyeux, de plein de joyaux, de montagnes, et puis aussi voilà, évidemment la communauté trail. Moi j'aime bien dire entre Grenoble et Chamonix, pour moi c'est un peu la diagonale de l'outdoor. Donc voilà, je me suis mis au milieu, à côté d'Annecy, pour pouvoir être un peu au milieu de cet épicentre de trail et puis de sport, quoi. C'est vrai que, tu vois, l'année dernière, je suis allé faire la Maxi Race en off avec un copain en totalité et puis 2 autres nous ont rejoints à Doussard pour faire les 40 derniers kilomètres ensemble. Enfin, du coup, j'y suis resté très peu de temps parce que je suis juste venu faire ce tour-là et puis je suis reparti après. Mais rien que la soirée que j'ai passée sur Annecy, j'ai trouvé qu'il y avait une espèce d'énergie sportive qui se dégageait. Un peu la même énergie que quand tu vas à Paris, tu retrouves quand tu te dis tiens, faut que je bosse sur un projet, j'ai envie d'être dans un milieu qui va me donner de l'énergie. Et ben là, à Annecy, j'ai ressenti ça pour le sport. Toute la ville, elle est aménagée pour pouvoir se balader en vélo, en courant. Tu vois tout le monde enfin, il y avait beaucoup de monde qui se déplaçait avec des moyens verts, vélo, course à pied, beaucoup de gens à se balader au bord du lac. Enfin, il y avait une vraie belle énergie quoi à ce niveau-là. Tu ressens ça aussi? Ah ouais, ouais, c'est sûr. Bah, déjà, ouais, comme tu dis, cette énergie, puis voilà, moi je suis venu ici, au final, je connaissais, enfin quand je suis venu m'installer, très peu de monde. Au début, puis voilà, après en parallèle entre mon métier et ma vie et tout, j'ai rencontré plein de personnes qui étaient de ce milieu-là. Mais en fait, il y a tout le monde qui fait du sport, qui fait du trail, qui fait voilà de l'outdoor, qui travaille ou pas, mais il y a tellement de monde enfin tout le monde fait ça quoi. Et moi j'aime souvent dire, c'est rigolo, mais quand je fais par exemple un tour du lac, donc comme tu dis sur la piste cyclable en vélo, juste un tour du lac, ça dure 1 heure et demie quoi, mais c'est rare de pas croiser quelqu'un que tu connais quoi, quelqu'un qui roule aussi ou qui court sur la piste cyclable ou n'importe. Et ouais, c'est vrai que enfin ouais, Annecy pour ça. Bon, il y a d'autres évidemment d'autres lieux un peu comme ça, mais ça saigne vraiment le le sport et cet environnement là quoi. Je crois que c'est pour ça que ma femme veut pas qu'on aille habiter là-bas parce qu'elle sait qu'elle me retrouverait plus à la maison. Ouais, c'est c'est sûr, ça risque d'arriver. Ouais, mais c'est vrai que comme tu disais, hein, il y a d'autres coins comme ça et puis on parlait du Pays Basque. Moi, j'adore aussi la Rune. C'est un coin magnifique. J'ai pas beaucoup de chance à chaque fois que j'y monte. Il y a du brouillard là-haut, mais ouais, ça m'est arrivé quand même 2-3 fois d'y aller et c'est un coin aussi très très beau. Ouais, ouais, complètement. Donc non, mais c'est sûr on a quand même de la chance en France. Il y a plein de petits coins vraiment sympas comme ça. Voilà, après, il faut juste trouver celui qu'on préfère, celui qu'on est adapté pour y aller. Yes. Alors du coup, tu disais, tu es photographe, vidéaste. Comment est-ce que tu en es venu à cette activité, j'imagine, de loisir dans un premier temps et puis après professionnelle? Ouais, bah, je pense que, en fait, moi, j'ai commencé quand même assez tôt. Je pense un peu à cause de mon père qui utilise la photo dans son métier. Du coup, j'ai très vite eu un bon appareil photo, donc le sien que je lui ai piqué quand j'avais 13-14 ans, quoi. Et puis ouais, j'ai commencé à faire des photos, donc c'est un peu rigolo. Moi, j'ai commencé les premières photos que je faisais, c'était donc de l'astrophoto parce que j'étais passionné d'astronomie. Donc c'est assez rare de commencer par ça parce que c'est le domaine de la photo où c'est le plus galère parce que c'est là où il y a le moins de lumière, quoi, les photos d'étoiles dans la nuit, etc. Mais donc je suis venu vraiment là, à la photo par ça, quoi, en faisant beaucoup de photos d'étoiles. Et puis au fur et à mesure, bah voilà, j'habitais quand même dans un endroit quand même assez naturel, donc assez ouais, à la campagne quoi. Et du coup bah j'ai commencé à faire des photos et puis de paysages, voilà, un peu d'animaux, des choses comme ça. Et puis après je regardais la vidéo est venue un tout petit peu plus tard en regardant plein de vidéos sur YouTube d'Américains ou des choses comme ça qui faisaient du BMX ou du VTT. Puis ça me donnait super envie, donc j'ai aussi commencé en parallèle avec deux trois copains à faire des vidéos
avec la première, enfin les premières vidéos que je faisais, c'était avec la GoPro 4, quoi. Donc c'est c'est sûr que c'était quand même, genre, je suis pas vieux, mais c'était quand même déjà un petit moment, déjà au T'allais prendre moins un 4-5 ans. anti-vomitif. C'est ça. Mais du coup, voilà, j'en suis venu quand même à là, donc ouais, à 14-15 ans, quoi, j'ai commencé. Donc ça fait pour moi déjà un petit moment quand même que je fais ça. Ok, très cool. Alors l'astrophoto, je crois qu'il faut être dans des coins qui sont très peu lumineux, s'éloigner des villes, être parce que ça a un impact sur la qualité de ta photo. J'avais entendu parler de ça. Ouais, c'est ça, ouais. Justement, en fait, moi, j'habite vraiment juste en périphérie donc du parc national des Cévennes. Et en fait, c'est un des lieux en France avec les Hautes-Pyrénées qui est le moins pollué. Donc la pollution lumineuse qu'on retrouve évidemment dans les villes. Et donc ouais, j'ai eu cette chance-là en fait de vivre dans un endroit qui était vraiment fait pour ça. Et donc ouais, c'était vraiment l'endroit enfin parfait pour faire ça et pour le faire, essayer de le faire bien, quoi. Et c'était quoi une belle photo d'étoile comment est-ce que enfin, je sais plus dis-moi ce que t'essayais de trouver en fait quand Ouais, il y a plein de choses quand on fait du paysage nocturne, ce que j'appelle. Souvent, c'est vrai que c'est la Voie lactée qu'on essaye de mettre en avant et de photographier. Alors ça, il y a plein de photographes qui le font super bien, et des fois ça fait vraiment ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Moi, ça me manque un peu aussi. J'aimerais bien essayer d'en refaire des très belles, mais c'est vrai que voilà, un beau paysage, une belle montagne avec une Voie lactée au-dessus, c'est quand même quelque chose qui fait un peu rêver. Ah oui, d'accord, tu veux prends, pas juste les étoiles, quoi. Tu essayes d'avoir un paysage plus étoiles, quoi. Donc les conditions, elles doivent être assez compliquées à réunir, en fait, parce qu'il faut avoir un ciel qui est bien dégagé. Ouais, bah, c'est super intéressant en fait. Il y a plein de choses dans l'astronomie, que ça soit, comme tu dis, bah, la connaissance du ciel, les timings, bah, la météo un peu aussi, mais il y a beaucoup de choses dans ce domaine-là qui est très intéressant, ouais. J'avais téléchargé une application la dernière fois qu'on était partis alors c'était mince, où il y a le Trail des Béliers là, tu vas peut-être pouvoir m'aider, je sais plus. Ouais, bah, pareil, je l'ai, mais je l'ai pas. La Clusa, la Clusa. Oui, voilà, c'est ça. J'étais parti là-bas en camion et puis, on s'était calé en haut là où il y a un petit lac qui est très sympa Ouais. et il y avait un ciel qui était complètement dégagé. J'avais trouvé ça magnifique et j'étais là, mais je suis vraiment un inculte de pas pouvoir dire à mon fils quelle étoile est quoi, où se trouve la grande ours quand même, mais les autres, j'étais incapable de lui dire. Et je me suis dit, il y a bien une application qui doit exister. Et j'ai trouvé Star Walk 2. Je sais pas si tu connais ça, c'est absolument génial. En fait, tu te déplaces avec ton téléphone, tu regardes le ciel et puis tu vois quelles sont les étoiles qui est au-dessus de toi. Ça fait c'est très sympa pour les enfants aussi. Ça fait les formes des animaux. Ouais, J'ai ouais. trouvé ça génial. Complètement, ouais. Ouais, bah, quand j'étais vraiment, fan de ça, quand j'étais petit, moi j'utilisais donc Stellarium, c'est un peu pareil. Et puis, j'ai appris toutes les constellations et tout ça, mais c'est super chouette, ouais, des logiciels comme ça, des applis, ça permet de connaître plein de choses, et puis ouais, d'apprendre aussi des trucs, quoi. Hmm. Donc essayez, chers auditeurs, l'application Star Walk 2, vous allez voir, c'est génial et puis ça fait passer une belle soirée. On passe notre temps à regarder en l'air Ouais, après, c'est à essayer de sûr, quand on n'a retrouver pas les étoiles. l'habitude, c'est toujours bien de passer du temps un peu à faire ça des fois. Exactement. Ok, donc très cool. Du coup, tu t'es formé un petit peu tout seul. J'imagine que ton père t'a aussi donné quelques petits conseils et puis grâce aussi à YouTube. Donc, t'as pas de formation particulière après de photographe, si? Beh, ouais, du coup, effectivement, au début, j'ai tout fait, enfin, autodidacte, quoi, jusqu'à mes 18 ans. J'ai quand même, tout, enfin, pas tout appris, mais appris toute la technique et tout ça, tout seul, ouais, sur YouTube, bah, voilà, comme on connaît tous maintenant aujourd'hui, hein, avec internet, c'est quand même vraiment pratique. Et puis quand même, à la fin du coup de mon lycée, bah, je savais pas trop quoi faire à part, du sport. Donc soit j'allais à STAPS, soit je faisais autre chose. Et donc cette autre chose, c'était de la photo. Donc j'ai quand même fait, voilà, un BTS, donc un brevet de technicien supérieur en photographie, pendant 2 ans, donc à Biarritz. Et puis voilà, c'était quand même, une petite formation, supplémentaire, parce que voilà, j'aimais tellement ça, je me suis dit: «Autant essayer de faire ça». Et puis ça m'a laissé vraiment 2 années, pour faire que pratiquer, pour vraiment, bah, voilà, développer, en plus mes connaissances et puis ma pratique et un peu mon expérience, quoi, en plus des connaissances que j'avais, acquises auparavant, quoi.
Ça marche. Et donc BTS de photos. Et enfin, c'est quoi une belle photo? Comment est-ce que tu vois, parce que aujourd'hui avec ça doit vous faire râler ça, j'imagine, les photographes, quand tu me sens venir un peu. Moi j'ai un iPhone 11 Pro, tu vois. Et enfin, maintenant, les outils technologiques permettent de compenser un peu la mauvaise qualité de photographe qu'on peut avoir, tu sais, Ouais, avec non, mais les ouvertures, la focale, les machins, les trucs. Euh, et c'est quoi une belle photo? ouais, alors du coup, c'est quand même une grosse question. Ouais, hein. Non, mais il y a plein de choses en parlant de ça, mais en fait, pour moi, déjà, enfin, je trouve ça trop, trop bien, et j'en ai profité aussi avec Internet et les nouvelles technologies. Je trouve ça trop bien que déjà tout le monde puisse faire des photos, des vidéos. Ce qu'on fait aujourd'hui avec un iPhone, faut vraiment se dire que c'était le cinéma d'il y a 15 ans, enfin même pas il y a 10 ans quoi, que c'était la qualité cinématographique, la qualité sonore d'il y a à peine quelques années avec des caméras qui coûtaient 100 000 euros. Enfin, donc déjà c'est super bien qu'avec un téléphone, une GoPro ou quoi, on peut faire des images de fou, des photos de fou, des vidéos de fou. Après voilà, ouais, qu'est-ce qu'une belle photo? Je c'est compliqué. Moi, alors j'aime pas trop dire ça. J'aime pas le mot perfectionniste du tout, hein. Mais moi, pour moi, j'ai jamais fait de vraiment de belles photos. Alors peut-être deux ou trois, quoi, où je me suis dit, je suis encore content de ces photos-là. Mais pour le reste, je me disais encore tout le temps, voilà, il y a quand même, non, c'est pas, elle est cool, mais bon, on peut faire une vraie belle photo. Pour moi, il y a vraiment trois niveaux de photos. C'est les photos que tout le monde peut faire entre guillemets avec des téléphones et tout ça. Il y a les photos que pour moi je fais la plupart du temps, donc c'est des photos voilà un peu qualitatives où on voit que c'est voilà c'est un photographe, on voit que c'est un appareil photo qui a eu aussi une retouche numérique, donc avec des couleurs un peu sympas, des contrastes un peu sympas. Et puis après, comme tu dis, il y a les belles photos. Et les belles photos, bah voilà, pour y arriver, c'est quand même très compliqué. Alors il y en a plein qui arrivent. Pour moi, c'est vrai que c'est un peu mes modèles quand même, surtout dans ce domaine-là. Par exemple, Alex Hibert que je connais maintenant et qui m'a beaucoup beaucoup inspiré. Bah lui, pour moi, il a fait beaucoup de belles photos, que ça soit bah voilà des photos où on ressent des émotions, comme bah, des photos connues comme on connaît de Kylian. Ou de François, enfin notamment j'en ai une, Kylian à la Hard Rock, quand il avait encore sa blessure à l'épaule. Enfin voilà, c'est des photos où on ressent tellement de choses quand on la regarde. Les paysages sont pas forcément les plus beaux, mais voilà, ça fait aussi partie de la photo. C'est soit voilà des sentiments et des émotions, soit un paysage de ouf et vraiment un moment de ouf qui est retranscrit en photo. Alors une belle photo, ça peut être plein plein de choses. Et c'est souvent, alors pas de la chance, il y a évidemment beaucoup de techniques derrière la photo prise, mais c'est aussi des moments un peu de chance pour avoir une vraie belle photo. Mais voilà. Hmm. Ah, mais c'est intéressant parce qu'on dit toujours tu peux avoir le meilleur appareil au monde si t'as pas l'œil du photographe. Euh, tu pourras jamais y arriver quoi, à faire une photo comme tu peux trouver. Enfin, je sais pas, j'ai été un peu parcourir ton site et enfin jamais en fait. Je pense que j'aurais ce type de photo avec même avec le meilleur appareil du monde quoi. Tu peux me le mettre dans les mains. Euh, Ouais, bah, il y a quand même un espèce de deuil et puis de technique quand même derrière et puis donc et j'imagine des années de pratique. ouais, c'est sûr. De toute façon, voilà, aujourd'hui, bah voilà, photographe, c'est un métier, hein, et depuis même très longtemps. Et puis c'est comme tous les métiers, de toute façon, bah, il y a des voilà, il y a, il y a pas de. J'aime bien dire ça, mais quand on est photographe professionnel, enfin, on dit pas photographe professionnel, on dit bah je suis photographe. Et c'est vrai que quand tu compares, tu dis pas bah je suis médecin professionnel. Tu Ah, sais c'est vrai. qu'un médecin, c'est un médecin. Donc forcément, tu dissocies un peu moins qu'un photographe qui est professionnel, travaille et fait que ça et s'est entraîné pour faire ça et forcément a normalement des qualités un peu plus développées que des personnes qui font ça avec leur téléphone, quoi. Donc effectivement, c'est sûr que voilà, on arrive à avoir des photos un peu plus qualitatives quand on y travaille et quand on fait que ça, que voilà que la plupart des personnes avec leur téléphone. Mais non, après c'est pas perdu, hein. Moi j'aime beaucoup discuter, notamment avec des athlètes ou quoi qui aujourd'hui sont en demande de développer un peu
leurs compétences en photographie, mais j'adore discuter de bah voilà comment on peut faire un peu mieux, comment prendre un peu mieux, comment retoucher aussi un petit peu mieux la photo. Donc on peut quand même faire des photos très cool. Ta cause n'est pas perdue. Non, mais enfin, tu vois, c'est vrai que pendant un temps, tu vois, ça c'est un truc que je répète souvent sur le podcast en ce moment. Je sais pas ce que j'ai à répéter tout le temps ça, mais c'est pas grave, je vais le redire. J'ai vraiment vrillé en fait avec le confinement à penser avant que le digital allait complètement remplacer le contact humain. Tu vois, avant, il y a 5 ans, je pensais comme ça. Je me disais, il y aura plus de boutiques physiques dans les rues, il y aura plus de. Enfin, je me disais, enfin, quand tu voyais comment l'essor que ça prenait le digital, je me disais, si on extrapole, bah en fait, dans 10 ans, il y aura plus rien en présentiel, quoi. Tout sera en ligne, tout le monde sera en télétravail, etc. Et puis en fait, avec le confinement et puis l'absence justement de contact humain, j'ai vrillé à ce niveau-là. Et puis je me suis dit non, en fait, il y aura toujours besoin de ce contact humain et le digital ne remplacera jamais l'être humain. Et pour la technologie, je pense que maintenant, en janvier 2022, que c'est pareil. En fait, t'auras beau avoir les meilleurs appareils au monde, si t'as pas l'être humain qui est capable de le maîtriser le truc, euh, ça reste un outil en fait, hein. Ouais, c'est sûr. Non, mais c'est sûr et puis c'est aussi rassurant. C'est vrai que avec le développement des nouvelles technologies, même, enfin l'intelligence artificielle arrive dans les logiciels de retouche. Enfin, elle existe déjà depuis quand même un peu de temps, mais elle arrive dans des logiciels de retouche. Ça fait quand même des choses incroyables. Donc c'est vrai que ça fait aussi un peu peur, puis surtout moi en tant qu'un peu jeune que je vois ça, quand même très tôt, c'est, ouais, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de monde qui peuvent faire de la qualité de ouf. Donc, tu peux te dire, tant bien dans 5 ans, bah, ton métier, il n'existera plus. Et ce qui peut-être arrivera, alors peut-être pas dans 5 ans, plus longtemps. Mais effectivement, après, voilà, il y a toujours un travail derrière qu'on soupçonne pas et qui doit exister et qui est nécessaire. Hein, ce travail bah, de plein de choses, de retouche, de stockage, de tri, de choix de photos, enfin plein de choses qui effectivement pourront pas forcément remplacer encore, en tout cas, bah, des machines ou des personnes qui sont pas du tout dans ce domaine-là. Ouais, c'est vrai, parce que tu vois, par exemple, tu vois, je prends un exemple pour ceux qui nous écoutent, le détourage. Donc, comment dire, sans utiliser ce mot-là, en fait, enlever le fond qu'il y a Mm. sur un visage, par exemple. Bah avant, mais il fallait utiliser un logiciel, mettre point par point tout autour de la personne. Aujourd'hui, tu mets ta photo sur, bah, moi j'utilise Canva, tu mets enlever le fond, en 3 secondes, allez hop, c'est bon, c'est fini, quoi. Ouais, complètement. Euh, Bah, c'est vraiment ça. C'est des algorithmes, enfin des petites intelligences artificielles qui marchent hyper bien. Moi, j'en utilise très souvent. Hein. Alors voilà, je modifie pas beaucoup mes photos. Enfin, je veux dire, je les modifie pas vraiment de la réalité, mais c'est toujours comme tu dis, des sélections de zones, des choses comme ça, et qui sont incroyables, quoi. Au lieu d'y passer 1 heure, maintenant, bah, t'attends juste 5 secondes que ça charge. Donc, donc ouais, c'est vraiment quelque chose qui se développe et puis j'ai envie de dire quand même tant mieux, comme ça nous aide nous. Enfin, moi je le vois, il y a énormément de personnes de mon âge qui font aussi, qui se sont mis à faire ce métier-là. Je pense qu'on est de plus en plus vraiment, et puis parce que bah, le digital le demande et a un réel besoin de personnes dans ce domaine-là. Mais voilà, ça ne pousse qu'à développer normalement en tout cas la créativité, les belles images. alors justement, tu le dis, tu es jeune, 21 ans, tu viens de sortir tu es sorti l'année dernière de ton BTS, c'est ça? Ouais, c'est ça, ça fait C'est bah, ça? bientôt 1 an et demi, ouais. 1 an et demi, ouais. Et, tu as déjà bossé pour des grosses marques, TSL, Buff, Compressport, Technica, Salomon, Arc'teryx, North Face. J'en oublie, excusez-moi, On, Fédération française d'athlé, enfin bref, des grosses marques quand même. Qu'est-ce qui, à ton avis, parce que là, j'imagine qu'il y a peut-être des photographes qui se lancent, qui vont nous écouter et qui se disent, mais purée, moi j'aimerais faire ça aussi. Comment tu t'y es pris pour arriver à travailler avec ces marques-là? Ouais, bah, c'est vrai que c'est en fait, voilà, moi pendant mes 2 années d'études où j'ai commencé à être passionné de trail, à regarder que ça, bah, sur les réseaux, tout ce qui se faisait
et voilà, c'est vrai que c'est des marques qui font rêver, des athlètes aussi surtout, parce que voilà, quand on entend marque, c'est vrai que c'est très commercial, mais derrière ça, il y a aussi des personnes, et puis des athlètes qui sont dans le milieu, évidemment des pratiquants. Et donc ouais, je regardais que ça, et c'est vraiment, enfin, c'est devenu ma vie, quoi. C'est devenu vraiment ma vie à me dire, mais ce domaine-là, il est incroyable, ce sport-là, il est incroyable. Les personnes qui le pratiquent et les athlètes ont l'air incroyables, même si voilà, je les connaissais pas encore. Et donc quand j'ai fini mon BTS, je me suis dit, bah voilà, c'était juste après la première vague de Covid, enfin après les premiers confinements et tout ça. Donc c'est vrai que c'était pas la meilleure période, mais en même temps, je me suis dit bon, euh, est-ce que ça vaut le coup de repartir sur des études qui me plairont pas, ou en tout cas, enfin en fait j'avais un peu un dilemme, c'était que les études que je voulais faire, c'était que dans des villes, à Paris, à Lyon, donc c'était pas possible pour moi à ce moment-là. J'étais vraiment dans un objectif de d'aller en quelque part enfin en montagne ou quelque part en nature quoi. Et donc je me suis dit bah go, essaie quoi. C'était en juin du coup, donc 2020. Contacte des gens, essaie de faire des photos de trail vu que c'est ça que tu as envie de faire. J'en avais fait déjà quelques-unes avant. J'avais pu, pour la petite anecdote, justement pour revenir sur le Cap Vert, peut-être qu'on viendra après sur Thibaut Baronia. En fait, les premières photos de trail que j'ai fait, c'est avec Thibaut. Du coup là, quand j'étais à Biarritz, comme tu as dit tout à l'heure, il y a la Rune juste à côté de Biarritz, c'est la course de la Skyrun. Et puis les premiers photos de trail, du coup, c'était en contactant Thibaut sur les réseaux et en lui disant, bah écoute, il y a la Skyrun là la semaine prochaine. Moi, j'habite à Biarritz et voilà, je fais de la photo. J'adore le trail. Parce que, enfin, j'aimerais trop venir faire des photos. Est-ce que tu voudrais et tout. Et puis il a accepté. Il était super. Enfin, il m'a dit ouais, carrément. Ça s'est super bien passé et c'est là où j'ai vraiment vu pas l'envergure de ce sport, mais tu vois, la Skyrun, c'est quand même une vraie course avec de l'ambiance. À cette époque-là, c'était pas encore les Golden Trail et tout ça. Tu vois, Thibaut, c'était un peu, et il avait gagné déjà plusieurs fois, il avait le record et tout ça. Donc de faire un peu des photos pour lui, c'était vraiment une super place, quoi. Enfin, une super place derrière la caméra. J'étais trop content de faire ça. Et donc voilà, au fur et à mesure, pour revenir à du coup en juin 2020 où je voulais faire ça, quoi. Je voulais essayer de refaire ça, de reconnaître, de rencontrer des gens et de faire des photos. Donc j'ai contacté plein de jeunes, des jeunes athlètes que tu connais peut-être de nom, hein, des Sylvain Cachard, des Anthony Felbert, donc des jeunes qui pour moi étaient comme moi, quoi, qui avaient été passionnés de la même chose. Et puis je pouvais leur faire des photos. Normalement, ils allaient pas refuser, quoi. Enfin, voilà. Au début, comme tout le monde, on commence à faire des photos gratuitement, enfin, pour se faire la main. Et puis voilà, ces rencontres, enfin, chaque shooting que j'ai fait, les 4-5 shootings que j'ai pu faire avec eux, avec des jeunes, ça s'est super bien passé parce que c'était des super rencontres. Aujourd'hui, au final, un an et demi après, c'est des potes, quoi. On se revoit régulièrement. Et puis ces photos-là, en fait, m'ont très vite amené. Alors, je saurais pas trop expliquer, hein, mais bon, c'est vrai que c'était une période assez calme au final, l'été 2020, parce qu'il y avait aucune course, il y avait personne qui faisait des photos, personne qui travaillait. Et j'ai eu la chance du coup de faire le tout premier à cette époque-là, c'était les projets off qu'on connaissait pas encore vraiment. C'était le projet donc de la Hancham, le projet de Vincent Viette, qui était de traverser Annecy-Chamonix en trail. Et ce projet-là m'a vraiment, pareil, m'a fait découvrir tout ce milieu-là et puis ces personnes-là, quoi. Donc j'ai photographié ce projet-là aussi avec Alexis Berg. Donc Alexis, lui, était travaillé sur ce projet-là pour Strava, et puis moi pour les autres marques qui soutenaient le projet. Et puis c'était vraiment mon premier projet, du coup, où je me suis dit ah ouais, c'est ça le trail. Tu vois, c'était quand même, il y avait Paul Matou avec, enfin il y avait des personnes, des athlètes, c'est quand même quelque chose, quoi. Et donc voilà, de fil en aiguille, avec mes petits shootings, ce projet-là, et puis ça, voilà, ça s'en est suivi d'autres projets très rapidement, quoi. Et puis voilà, après moi j'ai fait que ça, quoi, depuis depuis que j'ai commencé, donc juin 2020, j'avais vraiment ça dans la tête et j'ai fait que ça, que ça, que ça. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête au moment où tu te rends compte que il y a un truc qui vrille, où tu te dis purée, je faisais des photos gratos pour le plaisir et puis aussi pour me faire connaître, au moment où tu te fais contacter par les premières marques qui te disent est-ce que tu veux bosser pour nous? Ouais, c'est sûr que c'est toujours le plus compliqué, hein. La partie business, on va dire, de ce métier. Quand tu fais des photos, et comme beaucoup, beaucoup de monde qui font des photos un peu amateurs et tout ça, c'est trop bien, mais de là à se dire, ok, en fait, je vais vendre mes photos à quel prix et comment, c'est sûr que c'est ouais, c'est un petit cap, et jusqu'à alors presque, enfin ouais, jusqu'à aujourd'hui, quoi. C'est toujours
j'adore ça, j'adore la partie business, mais c'est toujours la partie la plus compliquée, quoi, à réfléchir et comment se vendre et combien surtout et est-ce que ça ira, etc. Mais voilà, ouais, ça s'est fait un peu naturellement. J'avais aussi des connaissances, du coup, j'ai eu la chance pendant mes études de faire plusieurs stages, dont un, et d'ailleurs ça a été un peu un petit déclic aussi, hein, avec Mathis Dumas, donc qui est photographe à Chamonix et qui est surtout guide de montagne. Donc voilà, il fait vraiment de la photo, pareil avec des grosses marques comme North Face, avec tous les plus gros athlètes de ski, d'alpi et tout ça. Et donc j'ai vraiment eu un aperçu quand même du milieu de l'outdoor et ça a été vraiment un gros déclic aussi parce que voilà, il s'est vraiment ouvert à moi en me montrant bah, tous les dessous de ce business-là et comment ça fonctionnait, quoi. Donc j'avais quand même des connaissances et sur ça et un petit peu comment ça fonctionnait. Et puis voilà quoi, après il fallait juste les appliquer. Donc bah, c'est plus facile à dire qu'à faire de toute façon, hein, mais voilà, c'est vrai que j'étais tellement motivé et tellement content de faire ça. Je suis quelqu'un en plus de très optimiste, donc quand je suis arrivé là et qu'on m'a dit bah peut-être tiens on a un premier projet, est-ce que ça t'intéresse et tout, bah voilà, c'est tu fonces quoi. C'est un rêve enfin je le réalise toujours pas encore, hein, mais je veux dire c'est un rêve que tu avais et puis en fait là tu peux potentiellement le faire. Et puis en fait ça se passe bien et puis ça continue et ça continue encore et voilà. Tu vois, aujourd'hui, j'ai 34 ans. Enfin, pas aujourd'hui, c'est pas mon anniversaire, mais tu, tu vois, j'ai aucun mal à contacter comme ça des marques, des athlètes. Euh, voilà, ça me pose aucun problème. Maintenant, à 21 ans, je l'aurais jamais fait. À 20, encore moins. Euh, Pourquoi est-ce que ou comment est-ce que toi tu t'es rapproché de ces gens-là et comment est-ce que tu expliquerais le fait que tu aies cette parce que faut avoir de l'audace, faut avoir du courage aussi parce que tu peux très bien te prendre un gros vent et puis jamais t'en remettre, tu vois. Euh, c'est dans ton éducation, comment est-ce que tu expliques ça? Ouais, je sais pas trop. Moi, ouais, déjà, c'est sûr, ça, je remercie mes parents. En vrai, qui, je pense, ils m'ont appris plein de trucs. Ils m'ont vraiment ouvert sur plein de choses. Après, j'aime aussi ça. J'aime discuter des choses qui m'intéressent, je pense. Pour revenir et conclure sur ça, quand je fais de l'astronomie, chaque été, il y a les nuits des étoiles en août. Et puis dès 14 ans, donc à ouais, 14, 15, 16 ans, je faisais des mini-conférences les soirées des nuits des étoiles. Donc devant pas beaucoup, tu vois, 30, 40 personnes, mais tant que tu parles de quelque chose qui vraiment te passionne. Et moi, voilà, je dis souvent que j'ai eu la chance d'être passionné donc par l'astronomie, aujourd'hui par la photo, parce que c'est compliqué de trouver quelque chose où on est vraiment passionné et vraiment qu'on aime faire. Mais du coup, voilà, moi, pour discuter autour de quelque chose que j'aime faire, donc aujourd'hui le trail, ben en fait, je sais pas, c'est un peu enfin pas naturel, mais c'est assez simple. Donc c'est vrai que quand j'arrive dans ce milieu-là, que j'idolâtre depuis plusieurs années sur les réseaux et voilà de loin, bah, quand j'arrive dans ce milieu-là, en fait, je sais pas, je suis surexcité, je le suis toujours quoi, de rencontrer bah, vraiment des gros, enfin au fur et à mesure des gros athlètes et puis des personnes et puis de comprendre comment le milieu fonctionne, comment le l'aspect commercial fonctionne entre toutes les marques, entre la relation entre les marques, les courses, les pratiquants et tout ça. Bah voilà quoi, c'est vraiment ce que j'aime et donc quand j'ai découvert ça, bah, c'était voilà, peut-être un peu naturel d'aller vers ces personnes-là. Et puis aussi, j'aime bien. C'est vrai que donc j'ai fait beaucoup de handball aujourd'hui, beaucoup de trail du coup. Et pour moi, enfin, je dis pas que le handball, encore, c'est pas le pire sport pour ça, mais c'est quand même un sport où, bah voilà, enfin, j'ai connu pas des bagarres, mais tu vois, des engueulades, puis des parents mauvais, des joueurs mauvais. Alors qu'en comparaison, pour moi, le trail, c'est vraiment un milieu bienveillant. Pratiquement tous les athlètes que j'ai pu rencontrer et tout ça, ils sont vraiment passionnés par le trail, tu vois. Tu fais pas du trail pour gagner de l'argent, de toute façon, on le sait, encore aujourd'hui, en 2022, c'est pas le cas, quoi. Tu fais pas du trail pour gagner de l'argent, et donc, ceux qui le font, et ceux qui essayent d'en faire leur métier, c'est parce que vraiment, ils sont passionnés par ça. Et moi, je suis pareil, au final. Et donc, bah, quand tu te retrouves à faire une sortie photo ou à faire une réunion ou quoi avec des personnes qui sont aussi passionnées que toi, et bah ouais, bah ça se passe, ouais, enfin, ça passe tout seul quoi pour discuter. Ouais, puis en plus, tu rencontré des gens quand même plutôt cool, certains qui sont passés sur le podcast, donc j'imagine bien que les conversations peuvent se faire assez naturellement.
Je sais pas, je pense à Hugo Ferrari, par exemple. Voilà. Euh, Super. Alors du coup, ça c'est pour toute la partie photo, mais aussi tu fais de la vidéo. J'aimerais connaître, avant qu'on parle du Cap-Vert, parce que ça m'intéresse aussi d'avoir ton expérience sur le Cap-Vert de ton point de vue. J'ai eu celle de, ça c'est le point de vue de Thibaut. Maintenant, c'est intéressant d'avoir le tien. Euh, Comment est-ce que tu réfléchis à un reportage, enfin à une vidéo, parce que euh, je pense par exemple à l'Altavia que t'as filmé. C'est des circuits qui sont quand même hyper techniques et, euh, et enfin c'est quand même enfin pour ceux qui connaissent pas, c'est sur la haute voie sur le GR20, enfin sur la Corse. Euh, c'est des circuits qui sont ultra techniques et faire une vidéo de ça, des photos de ça. Comment est-ce que tu réfléchis en amont au rendu que tu vas avoir au final? Bah, ouais, en fait, c'est toujours compliqué. Moi, je me dis donc vidéaste, mais je suis pas réalisateur de film. Donc effectivement, quand moi je suis encore, tu vois, je fais encore mes vidéos un peu seul. Je commence à pouvoir avoir des petites équipes, à être deux, tu vois, ou trois. Mais c'est vrai que pour le moment, la plupart de mes projets, donc je les fais seul. Et si on m'y envoie, et c'est aussi la carte que je joue le plus possible, c'est que si on m'y envoie, c'est quand même assez galère de faire des photos ou des vidéos. C'est vrai que j'essaye moi de m'entraîner pour aller dans des endroits où pas tous les photographes iront, ou iraient forcément pour aller tourner les images. Donc c'est vraiment ce que j'aime faire, quoi. Et après, comment tu réfléchis? Ben, tu sais déjà, moi c'est vrai, enfin c'est ça que j'adore, c'est que ça fait partie du sport et ça fait partie de la montagne. En gros, tu vas pas juste faire des images, tu vas aussi préparer parce que c'est aussi une sortie sportive. C'est pas juste une sortie d'image, un tournage qui est au bord du lac d'Annecy, où tu connais le lieu, où tu peux y aller en voiture, te garer à côté, sortir tout le matériel. Donc et en fait, il y a toute cette préparation, le choix du matériel, qu'est-ce que tu prends, faut être léger, va falloir se déplacer. L'Altavia, c'est un peu l'extrême. C'est vrai que pour moi, c'est un de mes plus beaux projets et de mes plus beaux souvenirs dans ma vie aujourd'hui. Parce que comme tu l'as dit, en fait, donc c'est la traversée de toute l'arête dorsale du massif du Cinto, donc en Corse. Et en fait, c'est une course d'arête très technique, donc c'est de l'alpi running, c'est pas vraiment du trail, mais qui demandait à être photographié et à être voilà, à créer une vidéo dessus parce que c'est super beau. Mais comment tu le fais? Ben, t'y réfléchis, voilà, plus où tu vas aller. Mais aujourd'hui, j'ai pas encore une position où je réfléchis, où j'écris par exemple le scénario, etc. Ça, je le fais pas encore. Et ce que j'appelle dans des vidéos commerciales comme ça, c'est des vidéos assez courtes, avec peu de construction dans la vidéo. Voilà, tu réfléchis surtout à quel plan tu veux et qu'est-ce que tu as envie de montrer et où tu vas aller, plus que comment tu vas créer cette vidéo-là, quoi. C'est des vidéos quand même assez simples de structure. Mais voilà, c'est vraiment toute cette préparation-là qui est quand même assez importante et qui en fait sans ça tu vas pas sur les lieux, tu vas pas sur les lieux qui sont jolis à prendre, les timings aussi souvent sur des courses ou sur des projets comme ça, les mecs ils t'attendent pas, quoi. Donc si tu les loupes, voilà, donc s'il faut être à 6h30 en haut du Cinto, bah t'y es. Et puis voilà, même si en fait t'as qu'une heure pour monter, parce que eux ils arrivent, quoi. Donc tu te dépêches et voilà, faut programmer tout ça et faut se préparer pour ça. Oh, Donc le c'est vrai. stress! Non, bah non, voilà, c'est vraiment de la préparation Ah, mais j'imagine avant le chaque stress, c'est projet. de les rater, tu sais? Ouais, ça mais alors sur celui-là, j'ai pas forcément de souvenirs sur ce projet-là, mais c'est sûr que un paquet de projets, t'es toujours là à la montre. Là, ça va pas le faire. Et puis bon, le pire, c'est les courses encore, quoi. Parce que c'est vrai que les projets, bon, voilà, sur l'Altavia, pour finir sur ça, c'est quand même une course d'arête. Donc en fait, pour monter sur l'arête et redescendre à chaque fois, c'est quand même 1002 D+. Donc je peux pas les suivre partout. Donc là, tu vois, c'est étalé sur une semaine où eux font leur tentative de traverser sur un jour. Et puis on a quand même un ou deux autres jours pour aller tourner d'autres images, des images un peu, voilà, enfin, similaires en fait qu'on dirait pas que c'est pas le même jour, quoi. Mmh. Mais donc voilà, c'est parce que ça c'est des projets encore un petit peu off, mais c'est vrai que sur des courses et tout ça, c'est un peu le c'est un peu le truc important pour tous les photographes et vidéastes. Ouais, c'est le placement des points et puis le timing. C'est vrai que c'est toujours con si si tu loupes. Échec. OK, super, enfin, moi j'adore ce sujet de la vidéo. Alors, enfin, très modeste, hein, je raconte ma petite histoire à ma GoPro, à mon bout de plastique, comme je dis, je parle à un bout de plastique.
Euh, une plastique assez rigide quand même, assez solide, une GoPro. Enfin, c'est toujours très intéressant de voir comment est-ce que tu réfléchis à tous ces sujets, de la lumière, c'est enfin aussi de rendre la vidéo intéressante parce que ça c'est un vrai sujet ça. Tiens, tu vois aujourd'hui comme tu l'as dit, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui se font. Moi ça fait 4 ans et demi que je filme mes courses pour me faire des souvenirs à la base, hein. Euh, mais en fait, tu as de plus en plus de gens qui font ça. Et si tu veux sortir du lot, eh ben, faut réussir à se démarquer d'une certaine façon. Alors, ça peut passer par l'histoire que tu racontes, par la qualité des images que tu tournes, par ta personnalité, par plein de choses. Mais je pense qu'on n'y coupe pas, en fait, à faire des vidéos de plus en plus qualitatives. Et c'est très bien parce que ça tire tout le monde vers le haut. Toi, tu es sur YouTube? J'aime pas regarder. Ouais, bah, mon travail est diffusé plus, tu vois, sur les réseaux de mes clients, donc des marques, et cetera. Moi, sur ma chaîne YouTube, j'ai juste mes anciennes vidéos de petits voyages où, bah, quand j'ai commencé, quoi, je me filmais quand j'allais en vacances à droite à gauche. Mais non, après, ouais, j'ai pas de grosses vidéos sur YouTube. Ok. Mais toi, tu aurais peut-être des conseils à donner justement parce que j'imagine que tu as un petit peu étudié ce sujet-là de YouTube, enfin le YouTube game comme on dit. Euh, Comment tu vois toi ces vidéos-là de courses filmées inside? Bah, j'ai un peu aussi découvert le trail avec ça. Tu vois, moi, en gros, c'est basé dans un reporter que tu dois peut-être connaître aussi, Oh oui. qui fait ça, qui fait ça beaucoup et très bien. Bah, pareil, ça a été une de mes premières rencontres de trail aussi avec Denis. Et puis, et moi, j'ai toujours trouvé ça pas hallucinant, mais comme ça, quand il a tourné, par exemple, sur le Thor des Géants, où il fait des vidéos d'1 heure et demie à la GoPro. Moi, jamais, personnellement, jamais je le ferai. Même, je me dis, une vidéo de 10 minutes à la GoPro, je me dis, mais personne va la regarder et tout ça. Mais il faut comprendre que, quand même, si ça intéresse des gens, c'est parce que derrière, il y a un truc de ouf. Et c'est partout, enfin, c'est pour tout le monde comme ça. C'est que, bah voilà, un tort des géants, c'est quand même une incroyable, enfin, c'est une aventure de ouf et que, bah, très peu de monde l'ont vécu. Et que le regarder en vidéo, c'est quand même, enfin, c'est quand même hyper intéressant. Même si ça dure 1 heure et demie, ça passe, enfin, au final, ça passe quand même relativement vite. Et c'est pareil pour toutes les vidéos, de courses. Alors évidemment, aujourd'hui, il y en a quand même il y en a énormément, de plus en plus. Donc, il y en a peut-être des moins intéressantes que d'autres parce qu'on les a déjà vues. C'est des courses qu'on a déjà vues et tout ça. Mais c'est vrai que voilà, des vidéos qui marchent. Et du coup, pour revenir moi, pour revenir à ma pratique, c'est que j'ai la chance quand je fais une vidéo, c'est de faire une vidéo sur un truc quand même exceptionnel. Tu vois, là, tu parles du Cap-Vert, qu'on viendra après, c'est un projet quand même dingue. Tu vois, la Ancham, c'est mon premier projet, c'est quand même, enfin, c'est pas rien, c'est un des premiers projets off, tu vois, qui se fait, traverser Annecy à Chamonix. C'est un truc, quand t'es un peu trailer, t'entends ça, tu te dis, ah ouais, quand même. Tu vois, l'Altavia, voilà, bah, pour les gens qui connaissent pas du tout la Corse, c'est dur de se représenter, mais les gens qui sont déjà montés en haut du Cinto, tu vois cette crête, tu te dis, ah ouais, ils ont fait tout ça à pied, sans matos d'escalade. Ok, Des waouh. grands malades. Non, mais tu vois, c'est toujours des histoires. Tu vois, j'ai fait aussi une vidéo là cette année sur Aurélien Dunant-Palace qui fait deuxième à l'UTMB. Bon, bah, tu sais que voilà, enfin, c'est quand même deuxième à l'UTMB, quoi. Je fais pas une vidéo sur un mec, j'ai rien contre ça, hein. Je suis, mais un mec qui fait 800e à l'UTMB, il pourrait avoir une super histoire, hein, évidemment, il y a des histoires de ouf, mais voilà, un mec qui a pas, qui a aucune histoire et qui juste il aime la course à pied, il fait 800e à l'UTMB, bah forcément, si je fais une vidéo dessus, ça, il y a moins de, voilà quoi, il y a moins d'histoire et moins d'importance. Mais Hmm. donc voilà, c'est vraiment ça, c'est de trouver aussi aujourd'hui des histoires à raconter. Et il y en a des incroyables, que ça soit sur des personnes qui ont vécu des maladies, qui se remettent. Enfin, il y a vraiment tellement d'histoires différentes qu'il y a encore plein de choses à montrer et qui peuvent intéresser les gens. Ouais, et ça, tu vois, je le vis au quotidien avec ce podcast, hein. Des fois, on me dit, mais où est-ce que tu trouves tous ces gens? Parce que là, on est rendu à plus de 160, enfin, 170 épisodes enregistrés, publiés à l'heure où on parle, c'est aux alentours de 150. Euh, Ça fait du monde quand même de rencontrer et en fait, plus les jours passent et plus je découvre d'autres histoires
j'arrête pas d'envoyer des screens à mon tableau. Tiens, faut que je l'invite lui, faut que je l'invite lui, faut qu'il me raconte son histoire, etc. Et en fait, ouais, comme tu dis, il y en a des tonnes, des histoires de gens, des histoires de vie ou qui sont revenus de très loin. Et il y en a des choses à raconter. Donc ça, c'est vrai en podcast, c'est vrai en vidéo, c'est vrai à l'écrit, c'est vrai. Peu importe la façon dont on le raconte, mais ça, c'est toujours très très cool. Alors je vois le chrono qui tourne, qui avance à une vitesse. Ça fait déjà 45 minutes qu'on parle, on n'a toujours pas parlé du Cap-Vert. Comment s'est passée cette aventure? Ouais, bah, du coup, c'est vrai que c'est un peu la dernière aventure en date pour moi, donc c'était, au mois de décembre. Bah, c'était quelque chose de fou. Bah, c'est vrai que moi j'étais déjà jamais allé au Cap-Vert, et du coup pour faire simple, c'est vrai qu'on a traversé, enfin Thibaut, du coup, a traversé donc 8 îles sur l'archipel du Cap-Vert. Et donc moi j'étais avec un collègue, on faisait donc la réalisation d'un petit film. En fait, on était 3, il y avait un photographe et 2 vidéastes. Enfin, en tout cas, en tant que vidéaste, on jouait ce rôle-là pendant la traversée. Donc moi, j'ai fait de la vidéo avec un collègue qui va réaliser le film aussi. C'était, bah voilà, c'est vrai que c'est un projet un peu hors norme qu'on n'a pas l'habitude de faire. Que moi personnellement, j'en ai quand même jamais fait de cette envergure-là, hein. On part plus de 20 jours à bord d'un bateau. C'est une vraie aventure, une vraie petite expédition, avec des vraies thématiques sportives, un peu environnementales aussi quand même, et puis humanitaires. Donc tout ça mélangé, c'est un souvenir quand même, c'est un vrai souvenir que je garderai très longtemps, je pense. Et puis j'ai hâte aussi, donc on est en train de travailler du coup sur le montage du film, donc qui devrait arriver, on espère, voilà, au courant de cette année. Donc j'ai hâte de revoir un peu toutes ces images-là aussi, de me les remémorer et puis de pouvoir les montrer après à des gens. Parce que c'est vrai que c'est quand même un bon souvenir. Ouais, parce que Thibaut, tu vois, dans son épisode, il partageait que il y avait beaucoup d'émotions en fait que vous aviez traversées à voir les visages des écoliers, euh, toutes ces associations qui travaillent au quotidien pour rendre les plages plus propres. Il me racontait aussi vos petites galères que vous avez eues sur quelques traces. Bon, bref, je vais pas refaire tout l'épisode que j'ai fait avec Thibaut, mais et toi, qu'est-ce qui t'a le plus marqué durant cette aventure? Bah, c'est vraiment, il y a plusieurs choses. Comme tu dis, il y a toute la partie, tout l'aspect social qui est incroyable. C'est vrai que c'est quand même un pays très pauvre, le Cap-Vert, et les personnes, en fait, quand tu arrives, quand tu les rencontres, elles sont toujours trop contentes, souriantes, elles viennent te dire bonjour, elles te checkent. Donc il y a cette partie vraiment, humanitaire qui te touche beaucoup, et ça, que tu sois photographe, athlète, que tu sois n'importe qui, hein, que tu sois juste européen, et que quand tu vas dans des pays comme ça, bah, c'est obligé que ça te touche évidemment énormément. Après, il y a aussi, bah, les paysages. C'est quand même, moi j'ai vraiment vu ça comme un peu comme un jeu vidéo où tu es sur un bateau. Bon, du coup, tu pars d'une île, tu es sur un bateau, c'est la nuit et tout ça, puis tu arrives sur une nouvelle île que tu vas traverser, et en fait, c'est genre comme si c'était une nouvelle map. Enfin, c'est un paysage différent parce qu'en fait, là-bas, il y a des îles qui sont désertiques et pratiquement toutes plates. Il y a des îles qui sont hyper montagneuses et très vertes. Heu et donc moi ça m'a quand même assez marqué, et c'est pour ça que j'en garde un super souvenir, c'est la diversité quand même des paysages, et puis, ouais, c'est moi ce que j'aime bien, tu vois, c'est quand tu es en haut au sommet de la Corse ou à La Réunion, quand tu es au Maïdo, que tu vois en fait toute l'île pratiquement, enfin pas en Corse, mais tu vois tout l'environnement et toute l'île autour. Et en fait au Cap-Vert c'est encore pire parce que c'est des îles plus petites, et puis d'un sommet d'une île, tu vois même les autres, une autre île à côté ou deux. Donc c'est vrai que c'est quand même très atypique. Enfin, on peut pas vivre ça sur notre continent en Europe ou des choses comme ça. Ça peut arriver que dans des archipels, et donc c'était quand même une super découverte de voir ça, et puis d'évoluer sur île après île pour les découvrir, et pour voir tous les paysages différents, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment bah, voilà, c'est tout ce qui fait le Cap-Vert. De toute façon, c'est ces paysages et puis ses habitants. Donc c'est vrai que c'est quand même enfin tout me marque, quoi. Hmm. Non, ça doit être une expérience absolument incroyable à vivre
Et tu dois faire, j'imagine, quelques envieux parmi tes collègues avec qui tu étais en BTS il y a 2 ans. Regardez où je suis, moi, les gars. Non, on fait tous des trucs différents, Ouais, mais ouais, j'imagine. je suis vraiment, non, mais c'est sûr que je suis vraiment content d'avoir pu vivre ça aussitôt. Je pensais jamais, voilà. C'est vrai que c'est quand même un vrai gros projet et qui est quand même, tu vois, étalé sur presque un mois et tout ça. C'est quand même assez exceptionnel, ouais. Très cool. Eh ben, écoute, Justin, je trouve qu'on a fait un beau tour de ton activité, de ton histoire. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter, peut-être pour clôturer notre échange? Ouais, je sais pas trop. Moi, j'aime bien dire aussi que, je vais essayer de la faire courte, mais j'aime bien dire qu'aujourd'hui, on est dans ce milieu-là, en fait, tous à son niveau, qui a juste des pratiquants, qui a des gens qui, bah, enfin des athlètes ou des jeunes ou même des professionnels plus avancés, bah, comme des grands comme François Daen ou Thibaut et tout ça. Mais au final, on est tous dans ce milieu-là et on aime ce milieu-là. Et moi, simplement, un peu naïvement, hein, mais j'aime bien dire, bah, essayons juste de le garder, même si le milieu va se professionnaliser, il va y avoir de plus en plus de monde dans ce milieu-là, mais de le garder aussi qualitatif qu'il est aujourd'hui, aussi bah voilà quoi, enfin aussi optimiste. Enfin, je veux dire, on est tous des passionnés et j'espère qu'on le restera tous et qu'on pratiquera ce sport et qu'on montrera ce sport toujours dans ses bons côtés, parce qu'au final, il y a quelques mauvais côtés, mais il y en a quand même très peu par rapport à plein d'autres activités et plein d'autres loisirs. Donc ouais, c'est un petit petit message de Bah, en tout cas, bienveillance. pour avoir reçu quelques, athlètes, montantes de la discipline, j'ai l'impression que c'est l'esprit, hein, qui reste même chez les plus jeunes à pratiquer, le trail. Qu'est-ce que toi, tu vois ça comme ça aussi? Ouais, complètement. Bah, c'est sûr que qu'on le voit et voilà, après faut c'est le plus important quoi. Enfin, c'est dans un milieu comme ça après aussi qui se professionnalise, où il y a de plus en plus d'argent, où il y a des gens qui vont commencer aussi à arriver, bah, pour essayer d'être athlète, être pro et rien d'autre. Enfin, je pense que c'était pas le cas avant, hein. Et en 2010, quand François, quand Kylian ou quoi, couraient, c'était pas pour être sportif, pro, pour faire ça toute leur vie et tout ça quoi, au début. Mais aujourd'hui, ça va arriver comme dans tous les sports. Moi, j'aime bien comparer aussi avec le triathlon. Le triathlon, pour moi, tu vois, il a 5-6 ans d'avance sur le trail. Et aujourd'hui, le triathlon, c'est un milieu quand même où il y a, enfin, de plus en plus enfin, c'est un peu controversé par, bah voilà, par le business du triathlon qui devient énorme. Donc ouais, j'espère juste que voilà, le trail le deviendra aussi, et tant mieux, parce que ça aidera plein de passionnés, plein de jeunes qui vont pouvoir se lancer là-dedans. Mais voilà, que qu'on le fasse bien, quoi. Mmh. Et ben, c'est une belle volonté, un beau message et il y a un vrai travail, à faire sur ce sujet-là. Je suis totalement aligné avec ça. C'est clair et peut-être à repenser, les événements qu'on organise, la multiplicité d'événements. Est-ce qu'on est toujours obligé d'avoir un événement comme on le connaît, traditionnellement? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens d'organiser des rassemblements, des courses, et qui seront encore plus, respectueuses de l'environnement et qui nous feront aussi passer de très bons moments, avec, des gens qui partagent la même passion parce que c'est un peu ça l'objectif au final, hein, c'est tout, hein. Ouais, c'est sûr, exactement, ouais. Bah, écoute, merci beaucoup Justin pour, ton temps, pour ta présentation, pour, tout ce que tu nous as apporté aujourd'hui. J'étais, très content de partager cet épisode avec toi et puis, bah, peut-être à un de ces jours sur Annecy. Bah, écoute, ouais, merci à toi, c'était, vraiment super chouette et pareil, très content d'avoir pu partager ça. Très cool. Allez, à bientôt. Au revoir, merci. Cet épisode est maintenant terminé, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et si vous êtes encore là, c'est sûrement qu'il vous a plu, alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous, c'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'Instinct Outdoor. Parlez-en, partagez les épisodes, merci beaucoup pour votre fidélité et à très bientôt dans un prochain épisode.